Une ville de rêve est une ville où le cadre de vie est idéal. Une ville de rêve est une ville où il y a la santé, l'éducation, la sécurité, les sports, etc. Enfin, on peut dire qu'une ville de rêve est une ville où l'on échappe à la monotonie du quotidien. En Guinée, depuis 2012, le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat s'active auprès des autorités guinéennes pour faire des villes guinéennes des lieux où le cadre de vie est idéal. Ainsi, le plan national de développement économique et social et la relance de la planification urbaine et territoriale ont été lancés en 2016. Pour mieux en parler, mesdames et messieurs, nous avons pour inviter Madame Gwendoline Mentrier. Elle est la représentante d'ONU Habitat en Guinée et à ses côtés, nous avons Monsieur Kourouma Aboubakar. Il est le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Encore une fois, merci et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, Madame Gwendoline Mentrier, nous rappelons que vous êtes la représentante d'ONU Habitat en Guinée, c'est bien ça? Alors, dites-nous un peu quelles sont les relations, un peu les domaines dans lesquels l'ONU a signé des accords de coopération avec la Guinée, le gouvernement guinéen. Dans le cadre de la collaboration initiée entre ONU Habitat et le gouvernement guinéen, on doit remonter un petit peu la pendule jusqu'en 2012, qui est la date où il y a eu un premier accord signé entre ONU Habitat et le gouvernement à travers le ministère en charge des questions d'aménagement du territoire et qui encadrait un certain nombre d'actions collaboratives entre ONU Habitat et le gouvernement. Cet accord a été renouvelé ensuite en 2021 et il répondait vraiment au souci du gouvernement de mieux maîtriser sa croissance urbaine et de s'adjoindre une assistance technique à travers notre agence ONU Habitat, qui est l'agence onusienne en charge des questions des villes, des établissements humains et de l'accès à l'habitat, donc pour mieux maîtriser cette croissance urbaine. Vous n'êtes pas sans savoir que la croissance urbaine annuelle en Guinée, en milieu urbain, est à peu près de 3,5. C'est une croissance qui est à l'image de ce qui se passe dans les autres pays de la région, mais c'est une croissance qu'il faut savoir anticiper en termes de besoins en infrastructures, en termes d'habitat, en termes de pôles économiques, pôles de développement de l'emploi pour ces nouvelles populations qui arrivent. Aujourd'hui, la population urbaine en Guinée, c'est à peu près 5 millions. Elle va doubler d'ici 2040. 5 millions pour Conakry seulement, la capitale? C'est 5 millions au niveau de la Guinée. C'est 2 millions à Conakry, 5 millions au niveau de la Guinée. Mais la population urbaine, d'ici 2040, va doubler, donc au niveau du pays. Et elle sera à peu près de 14 millions en 2060, ce qui équivaut à la population actuelle de la Guinée. D'accord. Donc cette explosion démographique et urbaine, il faut savoir l'anticiper, donc ce qui demande un certain outillage et une certaine réponse des institutions, mais pas seulement, à ces problématiques de l'urbanisation. Il y a aussi, je dirais que la République de Guinée participe aussi aux instances de décision d'ONU Habitat en tant qu'État membre. D'ailleurs, la Guinée donne sa contribution volontaire chaque année à ONU Habitat, et ce qui est extrêmement encourageant vraiment de la part d'un PMA, et vraiment on les remercie au passage parce que ça montre vraiment la mobilisation de l'État guinéen autour de ces questions d'urbanisation durable. Merci. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Aboubakar Kourouma, vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Est-ce que vous avez un mot à dire concernant les accords qui ont été signés entre ONU Habitat et le gouvernement guinéen à travers votre département? Merci déjà pour m'inviter sur ce plateau, dans cette émission. Bon, Madame Gwendoline a pratiquement tout dit. Nous sommes très fiers, très contents des activités réalisées dans le cadre de ce projet. Vous savez, sans planification, de façon générale, on ne peut rien faire. C'est comme si on faisait les choses à tâtons.
on essaye d'inventer les choses et réinvente les choses, mais si la planification est bien faite, anticipée, nous verrons que le développement va se faire dans la cohérence au niveau de tous les secteurs. Alors la planification urbaine, c'est un point fort de l'ONU Habitat dans le cadre de nos activités. Nous sommes en train de mettre en place des outils. Ces outils existent depuis les années 80, depuis les années... La Première République. La Première République. Après, il y a eu des outils, mais qui ne sont plus d'actualité. Avec l'étalement urbain, avec le développement urbain, comme elle a si bien dit, il faut revisiter, revoir ces outils-là. Et il est question maintenant de les actualiser et c'est dans ce cadre que ONU Habitat, dans le cadre de ce projet sanitaire ville durable, nous apporte énormément et nous sommes pleinement satisfaits de ce qui se passe avec ONU Habitat dans le cadre de ce projet. Alors, comme on le dit, le projet sanitaire ville durable, dites-nous concrètement quelle est la contribution de l'État dans ce projet. La contribution de l'État guinéen dans ce projet est essentielle. Hein. C'est des contributions en nature. Et déjà, l'État guinéen met à disposition l'espace de travail. Il faut savoir que nous avons une direction nationale qu'on appelle la DATU, Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, c'est cette direction qui est logée ce projet-là. C'est cette direction qui met en œuvre la politique du gouvernement sur les questions d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Donc il y a l'espace de travail. Et aussi, ONU Habitat, c'est un groupe de techniciens, de spécialistes. Ils ont besoin de cadres d'appui, des cadres qui vont aller sur le terrain pour la mise en œuvre des projets, les enquêtes et tout ce qui s'ensuit. Dans ce cadre, nous mettons aussi à disposition des équipes et ces équipes, bien sûr, en retour sont renforcées et récemment il y a eu une formation sur par exemple la conduite des drones, c'est l'ONU Habitat qui l'a fait, mais ces équipes sont l'équipe qui met en œuvre la politique de ce projet pour l'identification et la mise en œuvre de tout ce qui est prévu dans le cadre de la planification urbaine. Merci beaucoup. Je me tourne vers Madame Gwendoline. Le projet sanitaire ville propre, selon nos informations, a été mis en œuvre en collaboration avec la DATU, a dit tout à l'heure le secrétaire général, sur financement de l'Union européenne. Qu'est-ce que ce projet apporte aux populations guinéennes depuis son implémentation? Donc, le chapeau, c'est le programme Sanita. Donc, il y a le volet ville propre et le volet ville durable. Oh, pardon, le projet sanitaire ville durable. Voilà, j'en viens. Les deux vont ensemble. Oui. Traite vraiment de la question du développement et de l'assainissement urbain. Donc, c'est deux piliers qui se parlent et qui travaillent ensemble. Donc, sous financement de l'Union européenne. Donc, ville propre qui est mis en œuvre par nos collègues d'Enabel et ville durable par ONU Habitat. Comme l'a dit monsieur le secrétaire général, au cœur de Sanita Ville Durable, il y a vraiment tout ce qui est planification territoriale et urbaine. Donc c'est au cœur du projet, c'est comment justement appuyer l'État et ses partenaires à mettre à jour ces documents pour qu'ils puissent avoir une vision à long terme sur 20 ans et aider les villes à mieux se développer, aider les collectivités à mieux gérer leur territoire et aider l'État à mieux programmer ses investissements. Où est-ce qu'on va faire une base logistique, où est-ce qu'on va faire la nouvelle raffinerie, une nouvelle gare multimodale ou du logement social, etc., etc. Un nouveau poste ou centre de santé. Exactement. Et c'est ce qui nous permet de dire, à 20 ans, dans 20 ans, il y aura tant de population à Dixine ou tant de population à Forêt-Carrière. Qu'est-ce que nous, en tant qu'État, il faut qu'on anticipe en termes de services essentiels et faire en sorte qu'on puisse aussi fixer certaines populations, qu'elles aient accès à ces services et accès aussi à de l'emploi. C'est aussi comment on réduit les inégalités spatiales, mais aussi les inégalités sociales et que chacun puisse vivre sa ville, son village dans des conditions décentes et satisfaisantes. Ce qui est au cœur aussi du projet, c'est tout ce qui est inclusion, participation, parce que l'urbanisme, ce n'est pas une question seulement de techniciens. Et donc, un peu la beauté du projet, c'est que le ministère, à travers la DATU, a souhaité ouvrir la question de l'urbanisme à l'ensemble, non seulement des autres secteurs du gouvernement, mais aussi à la société civile, à l'université, et faire en sorte que, finalement, on arrive à mettre ensemble les contributions de chacun
pour que ces documents de planification pour Conakry ou pour le pays, ils reflètent un peu une vision partagée et puis les envies un peu de chacun des secteurs, mais aussi de la population elle-même. Donc ça, c'est un peu des éléments qui sont vraiment au cœur du projet. L'idée, c'était aussi de faire en sorte qu'il y ait un travail constant avec les cadres de cette direction et de d'autres directions et de d'autres départements pour qu'on travaille avec ces cadres pour que graduellement, ils puissent aussi renforcer leurs capacités et à terme mieux servir aussi les populations par rapport au mandat qui est le leur, c'est-à-dire par exemple faire eux-mêmes à terme les documents de planification sans avoir besoin d'assistance extérieure. Donc il y a un peu tout ce travail-là qui a été fait avec la DATU, mais c'était aussi de mobiliser les autres puisque comme je le disais, le ministère de l'Habitat, c'est le chef d'orchestre de l'aménagement du territoire, mais il a besoin de travailler avec le ministère des Transports, avec le ministère de la Jeunesse, ministère des Infrastructures, de l'Environnement. Donc c'est lui un peu le chef d'orchestre, mais il a des chaînes. Il doit mobiliser les autres, trouver des consensus avec les autres, parce que après la mise en œuvre de tout ça, c'est pas que la responsabilité du ministère de l'Habitat. Il doit vraiment y avoir un consensus gouvernemental, mais aussi au niveau déconcentré et communal après pour une mise en œuvre réussie. Après, au-delà de l'outillage stratégique et territorial, le projet s'est focalisé au-delà de ce que dit le Code de l'urbanisme à ce qu'on peut faire à l'échelle des quartiers. Et donc il y a tout un volet du projet qui s'est attaché à la planification communautaire. C'est comment on travaille aussi à la base avec les habitants, avec les leaders communautaires pour planifier un quartier. Donc il y a 9 quartiers prioritaires qui avaient été identifiés dans le cadre du Grand Conakry, donc plutôt des quartiers précaires et qui souffraient d'un certain nombre de défis, où on a travaillé avec les communautés pour planifier le quartier, trouver là où étaient les problèmes principaux et quelles devaient être les mesures prioritaires d'amélioration. Donc ils ont identifié dans chacun de ces 9 quartiers un projet d'amélioration du cadre de vie et qui sont actuellement en cours de mise en œuvre. Donc ça touche à des sujets sur l'assainissement, le tri des déchets ou l'aménagement d'espaces publics ou récréatifs. Mais là, c'était vraiment pour montrer que la planification, ce n'est pas juste un exercice de technicien, mais qu'à terme, ça doit conduire à des investissements et améliorer les conditions de vie dans les villes ou dans les villages. Alors, Madame Gwendoline, je suis toujours avec vous. On parle de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Est-ce que le projet Sanita Ville durable travaille avec cet institut? Ça nous a paru extrêmement important au niveau du projet et avec le ministère de l'Habitat de travailler avec l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme parce que les étudiants d'aujourd'hui, ça va être les planificateurs de demain. Et puis, il faut aussi que le contingent qui est formé par l'Institut supérieur, finalement, réponde aux besoins de l'administration, mais aussi du secteur privé et de d'autres. Donc, ça nous paraissait vraiment essentiel de travailler avec cet institut à plusieurs niveaux. D'abord, de renforcer leur capacité en termes de recherche urbaine. À certains moments, l'État doit prendre des décisions sur le devenir des villes, mais n'a pas nécessairement tous les moyens de conduire des recherches, des analyses. Et donc là, l'université a un rôle clé à jouer. Donc on a équipé l'ISO pour qu'ils puissent justement développer certaines recherches. Certaines sont en cours sur les questions de périurbanisation ou d'assainissement. Donc ça, c'est un des exemples. On a aussi travaillé avec leurs étudiants et leurs encadreurs, dont certains ont été formés par la DATU pour faire justement de la collecte de données dans les quartiers pour aider à ces exercices de planification communautaire que j'ai mentionnés en amont, pour faire les esquisses de ces projets d'amélioration du cadre de vie, pour justement qu'ils puissent apprendre, mais par rapport à des cas extrêmement concrets qui étaient en cours de mise en œuvre à travers la DATU au niveau du Grand Conakry. Donc ça, c'est quelques exemples donc, de la collaboration sur laquelle on a travaillé avec l'ISO, qui aussi, dans le cadre de ce projet, on leur a donné un certain nombre de ressources pour qu'ils puissent développer des produits de formation courte,
mais qui leur permettrait de mettre à niveau certains cadres de l'administration centrale ou déconcentrée ou communale sur certains sujets qui évoluent. Par exemple sur la planification urbaine, la participation citoyenne ou même les questions de passation de marché ou de déontologie dans l'urbanisme. Et donc il y a des modules comme ça courts qui ont été développés. Les gens ont été formés, même certains formateurs issus de l'administration centrale ont été formés pour qu'ils puissent aussi répliquer et partager avec leurs pairs. Donc ça a été aussi certains des aspects sur lesquels on a le projet à collaborer avec l'ISO. Merci beaucoup. Monsieur Kourouman, je me tourne vers vous. On parle de documents de référence en matière de planification territoriale et de prospective urbaine, tels que le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry, la politique urbaine nationale. Peut-on savoir si ces documents sont déjà en fait mis en œuvre ou approuvés par les autorités guinéennes? Où est-ce qu'on en est avec ces documents? Ces documents stratégiques, parce que c'est des documents qui aident à la mise en œuvre de la politique. C'est des documents de politique en fait, qui donnent un peu la vision de ce que doit être l'aménagement, comme Madame l'a dit, dans une vingtaine d'années, dans une région de 20 ans, où on doit faire des efforts pour construire des hôpitaux, où on doit faire des efforts pour des gares routières. La bonne nouvelle est que ces documents, le schéma national le schéma directeur du Grand Conakry est pratiquement finalisé et le ministre a fait la communication au Conseil des ministres et c'est au niveau de la signature du décret, c'est un décret. Donc nous attendons cela pour dire qu'elle est validée. Pour le document, la politique nationale de l'urbanisation, l'urbanisme, et là aussi la bonne nouvelle est que nous sommes au niveau de la validation. Elle a été pratiquement validée parce que ce qu'il faut retenir pour soutenir un peu ce que Madame a dit, c'est l'aspect participatif, la création de ces dossiers stratégiques. Toutes les populations ont été concernées. On a eu des ateliers participatifs dans les régions et ce sont les résultats de ces ateliers qui ont donné ces instruments-là, ces outils-là. Et la bonne nouvelle est que ces documents aussi, nous allons préparer bientôt une communication, Monsieur le ministre, pour qu'il la présente en conseil interministériel et qu'il soit validé en conseil des ministres pour que le document aussi soit adopté et validé. Avant de poursuivre cette émission, nous vous invitons à suivre un reportage réalisé dans le cadre du projet Sanita Ville Durable. Le développement du Grand Conakry à l'horizon 2040 est l'un des objectifs que s'est fixé le gouvernement guinéen depuis plusieurs années. Une action qui ne peut être possible sans la réalisation de projets de grande envergure impactant la vie des citoyens à la base. Toute chose qui implique un apport technique et financier consistant. Ainsi, en 2016, la relance de la planification urbaine et territoriale a permis la conception du projet Sanita Ville Durable. Un projet dont l'approche participative et inclusive a facilité la réalisation de micro-projets visant l'amélioration du niveau de vie des populations à la base. À Bessia-Port 2, la construction de 2 blocs sanitaires de 4 cabines, soit au total 8 toilettes chèques et écologiques, sont en train de voir le jour. On a expliqué au maire, on a expliqué au gouvernement qu'on a discuté. Les femmes ils étaient là, à cause du manque de toilettes, sont descendues à la gare voiture, avec beaucoup de risques. On avait demandé, avec la dature, en complicité avec le maire, on a fait nos demandes. Donc on a été répondu par la bonne collaboration entre le président, qui fait bien son travail, qui a mis des bonnes personnes. Parce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'objectif de ce projet est d'améliorer le cadre de vie des citoyens de ce quartier qui se plaignent déjà d'un manque criard de latrines. Nous avions des toilettes mais mal entretenues et ce qui nous rendait malades. Nous étions obligés d'aller à la mosquée pour nous mettre à l'aise. C'est pourquoi la plupart des vendeuses sont allées à la gare routière pour vendre leurs marchandises. L'octroi de ces latrines va beaucoup nous aider. Ça nous évitera les maladies et nous promettons d'entretenir ce don car il y va de notre intérêt. C'est une grande satisfaction pour nous d'ailleurs d'avoir ce projet pilote provenant de l'ONU Habitat Ville Durable
financé par l'Union européenne et d'être parmi les 9 quartiers de la grande ville de Conakry. Vraiment, ça est une grande satisfaction pour nous. Et en plus, la forme dans laquelle nous avons eu ce projet, ça nous a réconfortés. Parce que nous avons eu une structure locale qui a été renforcée en capacité de gouvernance locale. Et là, c'est un atout, parce que nous n'avions pas ça auparavant. Et le don que nous avions eu, ce don aussi, nous allons avoir d'autres revenus qui pourra renforcer la gestion économique du quartier. Et ce que nous gagnerons pourra nous permettre vraiment d'entretenir ce bijou. Le manque d'eau à Conakry est l'un des facteurs dégradant les conditions de vie des populations. Il faut dire que le besoin en eau potable en Guinée est de 350 000 m3 d'eau et pour le moment le pays n'en produit que 150 000 m3 pour la capitale. Toutes choses qui montrent que le besoin se fait sentir. C'est pourquoi dans le cadre du même projet, il est inscrit l'aménagement d'un point d'eau dans le quartier Bantouka 1 dans la commune de Ratoma. Avant, nos populations avaient des problèmes pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, grâce à ce forage, nos populations ne vont plus très loin pour trouver de l'eau. Il faut noter que le manque d'urbanisation entrave non seulement le développement, mais favorise également l'essor des taudis, de la criminalité et de la pauvreté. C'est pourquoi il est important de se pencher sur une urbanisation bien ficelée afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens. On revient sur ce plateau avec Madame Gwendoline Maintrier. Je rappelle qu'elle est la représentante résidente d'ONU Habitat en Guinée. Madame Gwendoline, nous parlions du projet Sanita Ville Durable et dans le reportage, nous avons vu qu'il y a eu une approche participative avec les populations à la base qui disaient que ce sont les populations même qui avaient exprimé le besoin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à tirer ces informations de ces population pour venir concrètement vers ce projet, vers le projet qu'ils souhaitaient? Donc d'abord, il y a eu 9 quartiers qui ont été présélectionnés au niveau du Grand Conakry. Ça a été fait de manière largement consultative. Certains sites sont des sites même de mise en œuvre des activités villes propres, où aussi il y a eu des sites de convergence qui se sont faits. Mais un des critères, c'était la précarité de ces quartiers et de faire en sorte qu'on propose des pistes de solutions ensemble pour améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. Donc il y a des cadres de concertation communautaire qui ont été mis en place dans chacun de ces quartiers sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et donc ce qui a permis d'ouvrir le débat de l'urbanisation au niveau de ces quartiers. Ensuite, à travers le partenariat avec l'ISO et aussi une ONG avec laquelle on a travaillé, Cogelped, on a travaillé sur la mobilisation de ces communautés dans chacune de ces quartiers. On les a formés en planification communautaire. On a eu des ateliers de planification communautaire proprement dit ensuite avec eux, à l'issue desquels les projets prioritaires ont été identifiés par les populations et pour chacun de ces quartiers, un a été choisi par eux-mêmes et dont la mise en œuvre est en cours actuellement. Bon, en résumé, c'est-à-dire que ce sont les populations qui expriment elles-mêmes le besoin et puis vous venez pour répondre à ces besoins-là. Mais ce qui est le plus important là, c'est le processus, c'est-à-dire que nous, on ne pourra pas nécessairement répondre à tous les besoins, mais c'est un peu le cheminement. Oui, c'est comment finalement on réfléchit ensemble à un certain nombre de problèmes qui sont posés, comment on peut y répondre et comment on monte un projet, comment on approche après les communes ou le département ou d'autres pour après nous aider à vraiment implanter un projet dans un quartier. Donc ça a des valeurs pilotes qui, on l'espère, auront vocation à être répliquées dans ces quartiers ou dans d'autres quartiers du Grand Conakry. Monsieur Kourouma, un mot sur le reportage qui parle de la pérennisation de ces acquis parce que il y en a qui disent oui, nous allons entretenir ce bijou, etc. Quelle sera la part de la Guinée à travers le ministère de l'Urbanisme dans ce
comme vous avez dit, c'est la pérennisation des acquis. Le rôle de l'ONU Habitat, il faut le concevoir comme le transfert de compétences. ONU Habitat vient avec une équipe restreinte, mais qui travaille avec les cadres d'ATU et d'autres partenaires comme l'ISO et les ONG locales. Cela permet d'assurer au moins la pérennisation de certains acquis. Parce que ONU Habitat, c'est une assistance technique qui a sur une durée bien déterminée. Et ONU Habitat va partir. Et il faut se rassurer que les acteurs qui ont été formés, les parties prenantes puissent faire le suivi, la mise en œuvre. Et cette question de l'aspect participatif des populations est essentielle. Parce que avec les outils qu'ils ont mis à disposition pour faire ces activités, il y a une démarche qui a été entreprise, qui a été mise en œuvre, qui a vu la participation de toutes les couches. Donc les populations elles-mêmes, elles ont vu comment, quand on identifie un problème, on pourra avec l'État résoudre ces problèmes. Et comme elle a dit, on ne peut pas tout résoudre dans ce type de projet, mais au moins c'est le processus qu'il faille comprendre. Et je crois que nous, on sera là pour pérenniser ces acquis et aussi nous allons essayer de dupliquer ça ailleurs. Voilà, donc c'est des projets pilotes, comme elle a si bien dit, et nous allons nous en approprier. Et tous les cadres vont s'approprier de ces outils-là pour qu'on assure la pérennité de ce projet, sinon ça serait un échec. Voilà, parlant de pérennisation de cet acquis, et aussi sous le leadership du ministère, de votre ministère, on constate une dynamisation des efforts de coordination avec toutes les parties prenantes. En qualité de président du secrétariat permanent d'aménagement du territoire, quelles sont les initiatives envisagées pour pérenniser aussi cette coordination centrale? Bon, le SPAT, dont je suis le président, est un secrétariat qui a été mis en place pour conseiller nos ministres à travers ce qu'on appelle le CIAT, le comité interministériel de l'aménagement du territoire, qui est présidé par le Premier ministre, et les conseillers sur les questions d'aménagement et d'urbanisme. Nous, il faut d'abord noter que nous avons eu cette année une série de formations financées par l'ONU Habitat. Nous avons fait 5 sessions et ces sessions ont permis aujourd'hui, nous-mêmes, membres du SPAT, d'avoir des outils, des éléments de langage pour pouvoir conseiller les ministres qui sont au sein de ce comité-là, présidé par le Premier ministre. Il est question maintenant que nous-mêmes, nous soyons vraiment dans notre rôle, que nous fassions de temps en temps des notes techniques allant dans ce conseil-là. Et par exemple, nous sommes en train de travailler sur ces documents stratégiques, l'action, les schémas et tout. Le SPAT doit faire son rôle parce que tout le monde ne voit pas à sa juste valeur l'importance de ces documents-là. Imaginez que dans un projet quelconque, un projet d'infrastructure, il y a des questions d'aménagement, il y a des questions de voirie, il y a des questions d'adduction d'eau, il y a des questions d'électrification. Mais tout cela doit dépendre d'un projet d'aménagement qui est en amont validé par tous ces secteurs-là. Voilà. Donc, au sein de ce comité, tous les représentants de ces différents secteurs y sont. Et donc, quand nous travaillons en étroite collaboration, en bonne intelligence, nous pourrons fournir des éléments de langage et des outils pour conseiller les ministres sectoriels et pour des prises de décision politiques en faveur des populations qui sont quand même les bénéficiaires de ces projets-là. Merci. Je me tourne vers Madame Gwendoline. Parlons à présent de la gouvernance foncière et environnementale, parce que qui parle d'habitat, parle de bien-être, il y a quand même une gouvernance foncière en amont, et puis il y a aussi des problèmes environnementaux. Est-ce que vous y avez pensé à votre niveau? Oui, forcément, la question de la gestion foncière est essentielle pour les questions d'urbanisme, mais aussi beaucoup d'autres. C'est aussi un sujet qui est extrêmement conflictuel,
En Guinée aujourd'hui, 80% peut-être des cas qui sont judiciarisés ou au niveau des tribunaux sont liés à des questions domaniales ou de conflits autour de terres. Donc on s'est intéressé en tant qu'agence, mais collectivement avec le ministère de l'Habitat, mais pas seulement, donc à cette question-là. Puisqu'au niveau du ministère, il y a aussi la direction nationale du cadastre et des domaines, donc ils sont hautement intéressés, mais ça intéresse aussi tous les autres secteurs, puisque sans la terre, finalement, rien n'est possible. Ben oui. Donc effectivement, en Basse-Guinée, mais aussi dans d'autres régions de la Guinée, l'accès à la terre est parfois conflictogène. Il y a beaucoup de types de problèmes, de conflits. De Guinée, de conflits partout entre les éleveurs et les agriculteurs, avec le secteur minier, puisqu'il empiète parfois sur des ressources naturelles qui sont génératrices de revenus pour d'autres. Il y a aussi des problèmes en termes d'accès à l'urbain, mais aussi le grignotage de la ville sur les espaces agricoles. Donc les conflits sont un petit peu multiformes. Et donc ça nous a aussi interpellés avec le ministère de voir comment on pouvait travailler sur ces questions-là. Vraiment dans un élan de réforme, le ministère de l'Habitat a conduit les états généraux du foncier en 2022 ou 2023. Et en fait, on a, à l'issue de ces états généraux, apporté un peu une petite pièce contributrice à la mise en œuvre de certaines des recommandations qui avaient été portées lors de ces états généraux. Et grâce à un financement onusien obtenu à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, on a été capable, nous, ONU Habitat, avec nos collègues du Programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi l'ONG Accor, de mettre en place un certain nombre d'activités en appui à une gestion foncière mieux outillée, mais aussi plus apaisée au niveau de la Basse-Guinée. Donc c'est un projet qui est en cours avec un certain nombre d'initiatives, que ce soit la mise en place de cadres de concertation au niveau local, justement sur la médiation autour de l'accessibilité à la terre, sur la sécurisation aussi foncière pour les populations ou les investisseurs, la mise en place de cliniques juridiques à travers notre partenaire, le partenaire Accor, et puis aussi un outillage au niveau du ministère sur certains mécanismes qui existent dans les textes mais qui ne sont pas nécessairement mis en place parce qu'ils sont aussi complexes, comme les plans fonciers, donc qui sont un peu des plans qui répertorient l'ensemble des droits fonciers dans une zone donnée. Et donc là, on travaille avec le ministère à mettre en place ces plans dans des zones pilotes pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse être représenté au niveau d'une carte foncière, au niveau d'une localité et par rapport à des droits qui y sont associés. Merci, je vois que vous avez une bonne stratégie, en fait une grande stratégie mise en place pour faire face à ces conflits. Monsieur Kourouma, est-ce que vous avez un mot à dire sur la gouvernance foncière et environnementale? Est-ce que le ministère à son niveau aussi a quelques stratégies ou bien c'est des stratégies communes? Bon, et bien évidemment que c'est une réelle préoccupation qui prend les deux tiers de nos temps, ce qui concerne la gestion foncière. Elle a dit, quand on dit 80% des conflits au niveau de la justice sont liés au foncier, c'est vraiment, on peut aller au-delà en fait. Et le ministère quand même a pris certaines dispositions, notamment en créant une direction générale des affaires juridiques du contentieux qui n'existait pas. Il y avait juste un conseil juridique. Et là, il y a une direction avec son staff qui existe. Et nous sommes en train de revisiter un peu les textes aussi. Les textes, certains textes aujourd'hui, certains codes ne sont pas d'actualité par rapport à l'étalement urbain, par rapport aux problèmes fonciers actuels. C'est assez complexe. Ça, je ne vous cache pas, c'est assez complexe comme situation. Nous sommes en train de revoir certains textes, notamment le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a pris un décret
pour réglementer les lotissements en République de Guinée. Certainement, vous savez que beaucoup de ces conflits sont issus de ces lotissements-là. Les lotissements étant des opérations qui consistent en faisant des lots pour sortir des parcelles destinées à l'habitation. Et ce secteur cette opération n'a jamais été contrôlée par l'administration publique. Et du coup, il y a eu ce décret-là. Nous sommes en train de finaliser, nous avons pratiquement finalisé les textes d'application pour la mise en œuvre ce sera vraiment une première en République de Guinée. Et l'État pourrait mieux gérer la gestion foncière à travers ce décret-là et sa mise en œuvre. Et l'État pourrait mieux gérer tout ce qui est réservé pour les équipements, pour les endroits destinés pour construire des écoles, pour faire des hôpitaux. Ce sont généralement ces endroits qui sont bradés par certaines personnes mal intentionnées dans ce pays. Donc nous avons pris beaucoup de ces dispositions et nous allons essayer de communiquer de plus en plus sur ces réformes-là. Nous allons certainement faire une conférence de presse pour faire le point parce qu'aujourd'hui, je crois que ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais on sera ravis de revenir pour vous parler spécifiquement de ces mesures que nous sommes en train moi, j'aime souvent dire des mesures courageuses parce qu'il faut vraiment être courageux pour remettre en cause certaines pratiques qui existaient depuis belle lurette. Et je crois que nous aussi, on est là pour essayer de corriger cela. Justement, il y a que, ça se dit partout, que souvent les populations sont en avance sur l'État dans les zones. C'est une réalité. Voilà, et c'est une réalité. Qu'est-ce que vous en dites à ce niveau? Il faut essayer de corriger. Essayer de corriger à travers effectivement les outils de planification que nous sommes en train de revisiter. Si vous voyez un peu comment on appelle ça, la mise en place de ces codes-là, 98, 92 et le plan, voilà, donc il faut vraiment, pendant ce temps, la population s'urbanise. Il y a l'urbanisation, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Il faut le contrôler à un certain moment. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des mesures courageuses pour mettre en cause certaines réalités. Et vous voyez vous-même en ville actuellement, ce sera le cas à travers toute la Guinée, l'État va récupérer des domaines qui ont été spoliés parce qu'ils ont été obtenus de façon anormale. Et vous savez, la récupération de domaines spoliés de l'État a été ajoutée aux prérogatives de notre département et cette nouvelle activité, cette nouvelle attribution va faire que nous allons essayer de changer un peu le paysage urbanistique de ce pays-là. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Madame Gwendoline, dites-nous en termes de perspective, est-ce que vous avez des projets prévus dans l'avenir en République de Guinée? En tout cas, je pense que l'ensemble des projets qui ont été conduits en collaboration avec le ministère en charge de l'habitat pose un certain nombre de jalons qui, j'espère, seront repris au vol pour pouvoir amplifier les résultats qu'on aura obtenus. Je pense que, par exemple, on sait dans le cadre du projet Sanita Ville Durable, focaliser par exemple sur la planification du Grand Conakry, qui est un gros morceau, mais au-delà, il faut aussi accélérer la planification des villes secondaires parce que c'est ça qui fait l'armature urbaine du pays. On a finalisé le livre blanc pour l'actualisation du schéma national d'aménagement du territoire qui date de 1991. La prochaine étape, ce sera de faire le nouveau schéma. Donc ça, ce sont des balles qu'il faut prendre au rebond pour continuer le travail qui a été enclenché. La relance de la planification urbaine, vous l'avez dit, c'était en 2016, mais c'est un processus graduel qui prend du temps. Et donc là, c'est une phase qui peut-être s'achève, mais il faut ouvrir un autre chapitre pour continuer le travail. De même, le renforcement des capacités, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer ou atteindre nécessairement de façon pérenne en 5-6 ans. C'est des choses qui se font sur le long terme. Donc on espère qu'il y aura aussi des niches qui vont s'ouvrir pour pouvoir continuer ce travail initié sur la planification urbaine.
ou continuer le travail aussi en appui à la réforme du secteur foncier. Là aussi, c'est une réforme courageuse. Il y a la politique foncière nationale dont on est en train d'appuyer l'élaboration, mais tout ça, ce sont des processus qui doivent être continués et on espère qu'on aura l'occasion de le faire en fonction des financements reçus. Des financements et aussi des attentes du gouvernement. Voilà, absolument. Avant le mot de la fin, Monsieur Kourouma, quel est votre regard sur les impacts actuels et futurs du projet Sanita Ville durable et comment comptez-vous capitaliser ces résultats en termes de bonnes pratiques? Bon, comme je l'ai dit tantôt, le projet a apporté des cas d'école, des exemples que nous avons essayé de dupliquer ailleurs. Madame a parlé... Ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres régions. Dans d'autres régions, dans d'autres... que le projet, c'est seulement exactement. Dans le Grand Conakry. C'est pas seulement dans le Grand Conakry, parce qu'on est en train de voir la politique nationale urbaine, il y a beaucoup de choses. Mais les projets pilotes sur les 9 quartiers, par exemple, ce sont des résultats concrets que nous allons essayer de dupliquer ailleurs. Et elle a parlé du plan foncier aussi de certains quartiers. Le plan foncier est essentiel pour connaître les propriétés réelles des domaines. Et nous allons partir sur des modèles qui vont être mis à disposition par ONU Habitat pour essayer de dupliquer ailleurs. Moi, je suis très satisfait de la collaboration avec ONU Habitat. Et dans cette satisfaction, nous sommes déjà en train d'entrevoir de possibles collaborations dans le cadre d'un autre projet. Nous sommes en train de travailler sur la mise en œuvre d'un projet essentiel pour moi. C'est un projet de modernisation de la gestion foncière sur le Grand Conakry avec une entité européenne qui va vraiment aller vers la digitalisation du foncier. Et il y a un pan de ce projet qui rentre vraiment dans le cadre des compétences ONU Habitat. Donc nous sommes en train d'entrevoir comment ONU Habitat peut intervenir dans ce projet pour être une assistance technique pour la maîtrise d'ouvrage. Et donc sur ce projet, nous comptons vraiment sur ONU Habitat et nous sommes en train de régler quelques soucis au niveau du contrat de ce projet, mais c'est un projet essentiel. Et il faut ce type de projet pour qu'on sorte de ces problèmes liés au foncier. C'est vraiment de la géodésie, c'est vraiment de la digitalisation, c'est vraiment de la modernisation de la gestion foncière. Et nous sommes à fond sur ces questions-là. Votre mot de la fin, si vous en avez, ou bien... Bon, je ne peux que vous remercier pour ces opportunités que vous nous donnez, pour pouvoir parler un peu de ce que nous faisons, ce que nous avons fait avec nos collaborateurs, les institutions internationales. Et c'est des opportunités pour nous, quand même, pour que nous communiquions un peu sur ce que nous faisons. Je crois que le département fait beaucoup de choses, mais on ne communique pas assez. Parce qu'il y a des choses basiques, mais dont la population n'a pas connaissance. Les gens ne savent pas juste que pour construire, il faut un permis de construire, pour démolir, il faut un permis de démolir. Voilà, donc ça c'est la base des choses. Et ces opportunités-là, comme je l'ai dit, nous sommes prêts à revenir pour parler plus. Et donc c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et quand on m'a parlé de cette invitation, j'ai bondi sur l'occasion. Et puis voilà, donc je vous remercie et à travers vous remercier aussi l'assistante technique de Madame Gwendoline. Elle est bien respectée par nous parce qu'elle fait son travail, elle et son équipe. Nous les en remercions au nom du Monsieur le Ministre. Et je crois qu'on a encore de bonnes choses, de belles choses à faire ensemble. Merci beaucoup. Merci. Madame Gwendoline, votre mot de la fin pour clôturer cette émission, si vous en avez. Là, je vais déjà remerciements renouvelés pour l'invitation et puis aussi nos remerciements, mon nom est vraiment celui de toute l'équipe d'ONU Habitat en Guinée. C'est auprès d'abord du ministère de l'Habitat sous qui nous conduisons l'ensemble de nos activités. Donc vraiment l'ensemble du personnel du ministère avec qui on travaille main dans la main tous les jours, mais aussi l'ensemble des autres ministères, des universités, de la société civile, sans lesquels finalement le travail tel qu'il a été finalisé n'aurait pu être fait. Et donc leurs contributions à tous ont vraiment été essentielles. Ce qui est essentiel aussi, c'est la confiance des partenaires financiers.
Et donc je tiens aussi à les remercier. Donc merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Coopération tous azimuts, une émission consacrée aux relations de coopération entre la Guinée et ses partenaires. Merci aux responsables de l'hôtel Riviera de Taouya qui ont bien voulu nous accueillir pour la production de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt.